Alors, on va peut-être passer à l'exposé suivant. Alors, Hervé Joly. Qui ne connaît pas encore Hervé Joly? Levez le doigt. Bon, alors, il faut... Non, mais parce que c'est une façon de dire... Enfin, voilà. Hervé Joly, biobibliographie, et puis qu'est-ce que le laboratoire Triangle? Enfin, voilà. Un petit peu de... Voilà. Qui est Hervé Joly? Bon, je ne suis pas du tout un... Après, c'est difficile de passer... Après Georges, dans un colloque sur les chemins de fer, parce que je ne suis pas un spécialiste des chemins de fer, je m'intéresse à l'histoire des entreprises, des entrepreneurs en général, avec un accent particulier sur la Seconde Guerre mondiale. Je prépare actuellement une recherche, un ouvrage sur les mobilités pendant la guerre, enfin, toutes les formes de mobilité, pas seulement ferroviaire, avec cette idée que la guerre est souvent, quand on regarde, il y a récemment une synthèse qui est parue très intéressante sur l'histoire des transports, des mobilités en France, la guerre est souvent une période, Seconde Guerre mondiale, une période occultée dont on ne dit rien, et on a l'impression que les gens n'ont pas bougé. Alors qu'en fait, quand on regarde, il y avait des pénuries qui ont rendu les choses compliquées, qui ont beaucoup perturbé les circulations, mais il y a eu des circulations, alors des circulations très malheureuses, évidemment, on pense aux déportés, mais aussi des circulations heureuses. Les gens ont voyagé, ont fait du tourisme aussi pendant la guerre. Et donc, c'est dans ce cadre-là que j'ai été amené à m'intéresser, pour ce colloque, aux antennes atlantiques et donc à regarder leur situation avant et pendant la guerre. Et en essayant de voir aussi quelle peut avoir été, mais là les sources manquent, leur trafic et leur usage pendant la guerre. Alors je m'intéresse à jouer le jeu, à différence de Georges finalement, de rester à la commande des antennes atlantiques. J'en recense 22 parce que j'ai la coquetterie d'ajouter Biarritz-Gare à Biarritzville, ce qui me permet d'aller un peu plus au sud. Mais enfin bon, c'est un peu anecdotique et finalement j'en dirai pas grand-chose. Donc je ne parle pas des antennes des Hauts-de-France ou de la Normandie, et je ne parle pas des chemins de fer d'intérêt locaux, sauf je dirais quelques mots à propos de Saint-Malo, où il y a une ligne qui double la ligne d'intérêt général. Ces antennes atlantiques, bon, c'est important pour la période de la guerre avec la question des pénuries. Ces antennes atlantiques ne sont pour la plupart pas électrifiées en 1940, à l'exception des 3 lignes de la Compagnie du Midi en Gironde, Arcachon et le Verdon, et la petite antenne donc, de Biarritz-Gare, Biarritzville, qui ont été électrifiées autour des années 1930. Alors, l'impact de la période de la guerre peut être de plusieurs ordres. D'une part, ces antennes peuvent avoir été antérieurement fermées, comme beaucoup d'autres lignes au trafic voyageurs, avoir été remplacées juste avant la guerre par des services routiers par autocars, dont les circulations se trouvent pendant la guerre freinées, alors tout de suite dès la mobilisation, par le fait que de très nombreux autocars sont réquisitionnés par l'armée, et donc ne sont plus disponibles pour du transport voyageur civil. Et puis ensuite, à partir de l'occupation, par les pénuries dramatiques de carburant, en particulier carburant pétrolier, mais aussi des pénuries quand même de charbon, avec donc les pénuries de carburant pétrolier qui évidemment ont un impact très fort sur l'alternative routière qui est très largement freinée pendant la guerre. Et puis, en plus, une part croissante des circulations ferroviaires vers ces antennes dans les années 30 s'était faite comme sur de nombreuses lignes secondaires par des autorails à essence ou diesel qui sont aussi empêchés de circuler sous l'occupation, avec donc l'obligation de revenir à une circulation vapeur à peu près intégrale, sauf lorsque c'est électrifié. Alors, qu'en est-il de ces 22 antennes atlantiques à la veille de la guerre? Si toutes assurent encore un service marchandises, plusieurs ont été arrêtées au trafic voyageur avant le déclenchement de la guerre.
Bon, on sait que le réseau ferroviaire français, qui a connu son apogée à la fin des années 20, bon, on a eu des premières fermetures aux voyageurs au cours des années 30, mais pour ce qui est des lignes d'intérêt général, l'action des compagnies privées a été assez limitée, puisqu'il y a à peu près que 800 km de lignes qui ont été fermées avant 1938. Et pour les antennes atlantiques, l'impact des fermetures d'avant la SNCF est anecdotique, avec l'arrêt aux voyageurs de 2 bouts de ligne de 2 km de Fouras à la Pointe de la Fumée en 1914, bon, c'est très ancien comme arrêt, et de la Tremblade à la Grève en 1936. Mais tout va s'accélérer avec la création de la SNCF, puisque presque, dans l'ensemble, presque 10 000 km de lignes, soit un quart du réseau, vont être fermés aux voyageurs d'ici à la défaite, donc en 2 années. Alors, ces fermetures aux voyageurs sont toutefois réversibles, car les fermetures marchandises et les déclassements de lignes d'intérêt général sont quasi inexistants, du moins avant 1940. Donc, les circulations sont susceptibles de reprendre, ce qui est une grande différence avec le réseau d'intérêt local, dont l'arrêt de plus de la moitié de ce réseau dans les années 30 correspondait souvent à un arrêt total du trafic, les marchandises y étant plus secondaires, et donc les lignes ont été rapidement déclassées et souvent déférées de manière irréversible avant la guerre. Alors les fermetures de lignes d'intérêt général au trafic voyageurs sont prévues par les fameux plans de coordination établis autour de 1938 par les départements sur une forte pression de l'État, et le ministère des Transports devant ensuite entériner ces plans, voire les étendre au besoin. Parfois, les arrêtés de validation des plans comportent des mesures supplémentaires qui n'ont pas été prévues dans les plans. Alors, ces plans peuvent prévoir soit des fermetures totales de lignes au trafic voyageurs, soit des fermetures partielles, sous la forme soit de limitation des fréquences, soit de fermeture de gares intermédiaires, donc on arrête les circulations omnibus, soit d'une réduction à une circulation saisonnière. Et c'est ce qu'on va retrouver comme type de fermeture sur les antennes atlantiques, puisque si on regarde donc ces plans de coordination, on a 3 lignes qui sont prévues pour des fermetures totales: Saujon-la-Tremblade en Charente-Maritime, Quimper-Pont-l'Abbé et Rosporden-Concarneau dans le Finistère, et 5 lignes qui sont prévues pour des fermetures partielles sous différentes formes. Morlaix-Roscoff, c'est une forte réduction des fréquences. Saint-Laurent-de-Pré, Fouras et Rochefort-le-Chaput, c'est une limitation à des circulations estivales avec des seuls trains directs depuis Paris. Et puis enfin, pour 3 autres lignes, Nantes-Pornic, Poitiers-La Rochelle et Saint-Troyan, ce sont simplement des fermetures de gares intermédiaires. Et alors, s'y ajoute le cas qui nous intéresse particulièrement ici de Sainte-Pavane-Saint-Gilles-Croix-de-Vie, dont l'arrêt total ne figure pas dans le plan de coordination qui a été adopté par le département de la Vendée, parce que le département de la Vendée s'oppose à cette fermeture, mais la SNCF souhaite fermer la ligne parce qu'elle est confrontée à un important déficit d'exploitation, et en plus la voie ferrée nécessite un renouvellement rapide. Et la SNCF n'a pas du tout envie de s'engager dans cet investissement et pousse pour fermer la ligne. Et dans l'arrêté de validation du plan de coordination de la Vendée qui est adopté par le ministre des Transports le 28 juin 1939, cet arrêté invite le département à réexaminer la possibilité de la fermeture. Les arrêts prévus par les plans de coordination sont effectivement réalisés dans le courant de l'année 1939, et Saint-Gilles, par ailleurs, finalement, la SNCF obtient gain de cause et obtient l'arrêt de la ligne aux voyageurs en février 40. On est en pleine drôle de guerre. Et par ailleurs,
il semble aussi que Quimper-Douarnenez, qui n'avait pas été prévu pour être arrêté dans le plan, soit un temps arrêté autour de 39-40, ou du moins que le trafic voyageur soit réduit à la circulation d'un unique train dit mixte, le fameux train MV marchandises voyageurs, circulation résiduelle de voyageurs sous cette forme. Alors, tous ces arrêts de lignes correspondent à une forte volonté de la SNCF de se débarrasser de circulation sur des lignes qui n'intéressent plus la SNCF. Et en fait, la préoccupation de la SNCF, c'est sur les lignes qui l'intéressent, de pouvoir éliminer par ailleurs la concurrence routière. Et elle peut d'autant plus facilement éliminer la concurrence routière sur des lignes qui l'intéressent qu'elle ferme des lignes par ailleurs. Puisqu'en fait, les plans de coordination reposent sur une idée de compensation. Il faut que les compagnies routières d'autocars ne soient pas perdantes. Et donc, si on les élimine au nom de la concurrence de certaines lignes que la SNCF souhaite garder, il faut leur trouver des trafics de remplacement. Et pour leur trouver des trafics de remplacement, il faut fermer des lignes par ailleurs. Et plus on ferme des lignes par ailleurs, plus on peut proposer comme ça des remplacements et éliminer la concurrence sur les lignes intéressantes. Alors, qu'est-ce que la guerre change dans tout cela? Évidemment, les pénuries de carburant pour les autocars pourraient inciter à reprendre les circulations ferroviaires partout. C'est possible. Il y a toujours du trafic marchandises, les voies existent toujours, donc on pourrait les reprendre partout. Au moins avec de la circulation vapeur. Mais la SNCF ne le veut surtout pas. La SNCF n'est pas du tout dans l'idée de profiter de la guerre pour reprendre des circulations, parce que, en fait, la SNCF voulait fermer ses lignes. Et elle se dit, on n'a quand même pas fait tous ces efforts pendant 2 ans pour fermer ces lignes, avec toute la bagarre que ça représentait avec les élus locaux, les conseils généraux, etc., pour se retrouver à les refaire circuler. Et donc, la SNCF, elle va être contrainte de refaire circuler certains trains parce que faute d'autocars, mais elle va toujours le faire à minima, en freinant, et ce qu'elle propose en général, c'est simplement d'accrocher un wagon de voyageurs au train de marchandises quotidien. Et du coup, c'est une très mauvaise manière de relancer le chemin de fer, parce que ces trains de voyageurs mixtes ne sont pas du tout appréciés par la clientèle, parce que ce sont des trains extraordinairement lents, dont les horaires ne sont évidemment pas adaptés aux voyageurs, qui dépendent de tout un tas de contraintes des marchandises, et donc, c'est de toute façon pas du tout attractif. Donc, c'est vraiment une circulation voyageur par défaut. Et par ailleurs, la SNCF a au contraire cherché à profiter de cette période pour étendre des fermetures des lignes, notamment sur les lignes dont elle n'avait obtenu que la fermeture partielle en essayant de la rendre totale. Mais en revanche, la période va lui être très intéressante pour les lignes qu'elle souhaite conserver, qu'elle considère comme rentables au trafic voyageur. Là, elle va pouvoir profiter de la période pour, au nom des pénuries de carburant et des économies de carburant, pouvoir éliminer complètement la concurrence routière. Alors donc, je vais distinguer 4 types de lignes pendant la guerre. Celles fermées totalement où aucune circulation ferroviaire ne va reprendre, malgré tout. Celles qui ont été fermées totalement où une circulation sous forme de train mixte, marchandises voyageurs, va reprendre. Celles fermées partiellement que la SNCF va essayer d'arrêter totalement, et celles ouvertes où elle va chercher à éliminer la concurrence routière. Alors, les lignes fermées totalement où aucune circulation ferroviaire ne reprend, malgré tout, il y en a 2 qu'on peut citer. Saujon-la-Tremblade, qui avait été arrêté le 15 mai 1939 aux voyageurs. Il y avait jusque-là 3 allers-retours quotidiens en train, qui étaient concurrencés par autant d'allers-retours en bus. Le plan de 1938 prévoyait tout simplement l'arrêt du train et son remplacement par les 3 allers-retours en autobus qui existaient déjà. Pendant la guerre, la circulation d'autobus va être réduite à 2 allers-retours, mais il n'y aura pas de rétablissement de la circulation ferroviaire.
Bon, souvent, les autobus sont progressivement, pendant la période, transférés en circulation gazogène, ce qui permet de pallier les pénuries de carburant pétrolier. Et alors, sur la ligne Saint-Gilles-Croix-de-Vie, là, on aura peut-être une discussion, parce que, qui a été arrêtée un peu à contretemps en février 40, à un moment où, pourtant, les autocars avaient été réquisitionnés, etc., où, normalement, on n'arrêtait plus des circulations ferroviaires. Il semble qu'une petite circulation ferroviaire voyageur a repris en 1941, mais d'après, quand on regarde tous les indicateurs chèques sur le reste de la période, il semble qu'on revienne pour le reste de l'occupation ensuite à une circulation routière, avec une desserte directe à la fois depuis Nantes et depuis La Roche-sur-Yon. En novembre 1943, le ministère des Transports, secrétaire d'État aux communications, se demande si la solution ne serait pas, pour limiter la circulation routière, d'ajouter des voitures voyageurs au train quotidien de marchandises, ce qui permettrait de supprimer la liaison routière Nantes-Saint-Gilles. Mais la SNCF s'y oppose pour des raisons que le ministère dit dans la correspondance pas convaincantes, mais semble-t-il qui sont quand même imposées, puisque au moins d'après les indicateurs chèques, on ne retrouve pas trace, par exemple en mars 1944, de circulation ferroviaire sur la ligne. Deuxième cas, les lignes fermées totalement, où une circulation mixte reprend, de manière donc en principe provisoire. Alors c'est le cas des lignes du Finistère, Quimper-Pont-l'Abbé et Rosporden-Concarneau. Alors Rosporden-Concarneau était en plus un cas particulier où on avait, dans le plan de coordination, on avait prévu un arrêt du ferroviaire, mais il n'y avait pas eu de service de remplacement d'autocars prévu. Donc du coup, sur ces deux lignes, on reprend un trafic voyageur, mais seulement avec des trains MV. D'ailleurs, pour Rosporden-Concarneau, même les trains MV s'arrêtent un temps en mai 1941, puisqu'on estime que le service routier qui avait été maintenu entre Quimper-Concarneau et jusqu'à Quimperlé était suffisant. Il semble que des circulations mixtes voyageurs aient repris à partir de 1942 sur cette ligne. Troisième cas, les lignes fermées partiellement que la SNCF va essayer d'arrêter totalement. Alors, pour les deux lignes qui partent de Rochefort vers le Chaput, qui donne accès au bac de l'île d'Oléron, et Fouras, ces lignes se heurtaient avant la guerre à une très forte concurrence routière. Par exemple, entre Rochefort et Fouras, la compagnie Citram assurait jusqu'à 32 allers-retours en autocar par jour, l'été. Le plan de 1938 ne prévoyait pour ces lignes le maintien que d'une circulation estivale de juillet à septembre pour des express dans le cas du Chaput ou un train de nuit dans le cas de Fouras venant de Paris. Et dès le plan qui est élaboré à l'automne 1939, qui révise le plan de circulation de 1938 pour la durée des hostilités, ces trains depuis Paris sont abandonnés et du coup, ces lignes ne sont plus desservies que par des services routiers qui vont continuer sous l'occupation sous une forme réduite de l'ordre de 5 allers-retours par jour. Pour ce qui est de la ligne Nantes-Pornic, il y avait aussi une fermeture partielle qui avait été prévue dans le cas du plan de 1938, avec une suppression de tous les arrêts intermédiaires entre Nantes et Sainte-Pazanne. Et le plan de 1938 prévoyait que les services routiers, par ailleurs, seraient maintenus, notamment celui assuré par Citroën, avec l'argument que la route ne dessert pas les mêmes communes que le chemin de fer. Et dans le plan prévu pour la durée des hostilités à l'automne 1939, les services routiers sont encore maintenus.
simplement, Citroën se retrouve réduite en principe à 3 allers-retours par jour, mais va protester, appuyé par un élu local, conseiller général, en disant justement que son service dessert des communes comme Arthon, Chéméré, Port-Saint-Père, qui sont éloignées des gares, et la Citroën demande à pouvoir garder 5 allers-retours quotidiens en autocar. En janvier 1940, la région ouest de la SNCF exprime la position qu'elle pourrait accepter un arrêt total de la circulation ferroviaire voyageurs sur cette ligne, au moins l'hiver, si cela pouvait lui permettre d'évincer la concurrence routière sur d'autres lignes. On trouve toujours cette préoccupation. On pourrait faire la concession d'arrêter Pornic si on peut éliminer la concurrence routière sur d'autres lignes, on verra après laquelle. Finalement, donc l'arrêté ministériel du 10 février 1940 prévoit l'arrêt total de la circulation vers Pornic ferroviaire pendant l'hiver, et Citroën obtient bien de conserver ces 5 allers-retours quotidiens. La question est rediscutée en novembre 1940 au sein de la SNCF, alors que des trains continuent finalement de circuler certains jours. Et on trouve dans les archives un débat au sein de la SNCF. Le responsable de l'exploitation de la région ouest souhaiterait que les services routiers soient diminués, et le directeur commercial lui répond « Mais je ne comprends pas, pourquoi vous voulez diminuer la circulation des services routiers alors que l'objectif était quand même plutôt d'abandonner cette ligne ?» Et donc, il lui dit qu'il serait plus rationnel de réduire la consistance de nos trains et d'aménager le service Citroën en conséquence. Finalement, le service minimal de train est maintenu avec un aller-retour certains jours pendant la guerre, mais un trafic autocar est assuré régulièrement en parallèle. Maintenant, les lignes restées ouvertes, où là, la SNCF va chercher à profiter de la guerre pour éliminer totalement la concurrence. Il y a des lignes, donc, des antennes atlantiques que la SNCF considère comme très prometteuses, rentables, et elle n'était pas satisfaite des plans de 1938 qui ne lui avaient pas permis d'éliminer complètement la concurrence routière. C'était le cas pour la ligne du Croisic, qui dessert la Baule, qui était justement cette ligne que la SNCF souhaitait protéger en faisant la concession d'abandonner en échange Pornic. Le plan de 1938 n'avait rien modifié, et la SNCF n'avait pas obtenu dans le plan de 1938 de desserte de réduction de la desserte routière qui était considérable, puisque on arrive au total incroyable entre différents transporteurs depuis Saint-Nazaire à 114 allers-retours quotidiens l'été en autocar vers la Baule et le Croisic. Il faut le plan adopté à l'automne 1939 pour la durée des hostilités qui réduit très fortement, là, au grand soulagement de la SNCF, les services routiers. Citroën va encore là protester et va, avec encore une fois l'appui d'élus locaux, va obtenir le maintien quand même de certains trafics ferroviaires, en mettant en avant que la SNCF, ça ne va pas du tout. Ils ne font que 4 allers-retours par jour, qui sont très insuffisants et incommodes pour une population côtière qui a beaucoup augmenté avec l'afflux des évacués, des réfugiés. Et en plus, il souligne le fait que la ligne desservirait mal les agglomérations du littoral, ce qui est pourtant pas vraiment le cas quand on regarde. Et donc la SNCF est obligée d'accepter quand même que des services complémentaires, routiers complémentaires aux siens soient maintenus. L'arrêté ministériel de février 1940 se montre très conciliant avec les transporteurs routiers en leur laissant quand même 24 allers-retours quotidiens l'été. Ce n'est qu'au plan minimum de 1941
là où vraiment les pénuries de carburant se font sentir, que les services routiers, au grand soulagement de la SNCF, sont réduits à 2 allers-retours quotidiens, ce seul maintien étant justifié par le fait que les autocars vont jusqu'à Guérande et La Turballe. Un autre gros enjeu pour la SNCF, c'est la desserte d'Arcachon. Avant le plan de 1938, cette ligne électrifiée que la SNCF assurait de manière intensive, avec 16 allers-retours quotidiens depuis Bordeaux, était très fortement concurrencée par des autocars. Puisqu'il y avait 5 transporteurs différents qui desservaient la ligne, avec jusqu'à 24 allers-retours quotidiens depuis Bordeaux l'été. Et pour la SNCF, c'est absurde, parce que là, pour le coup, le tracé de la ligne ferroviaire et de la route sont très voisins, complètement parallèles, donc c'est les mêmes agglomérations qui sont desservies. Et la SNCF dit mais c'est n'importe quoi, parce que les gens ils arrivent en bus, et puis quand ils veulent repartir d'Arcachon le dimanche soir, il n'y a pas de place dans les bus, donc finalement ils sont obligés de prendre un billet de train. Et la SNCF dit on a fait l'effort d'électrifier cette ligne, donc c'est vraiment aberrant de faire circuler des autocars. Et là, la SNCF, à la différence de la Baule-le-Croisic, la SNCF obtient, avant même la guerre, puisque c'est l'arrêté d'août 1939, qui va prévoir une forte réduction des services routiers à 2 ou 3 par jour seulement, même pendant l'été. Dès l'adoption du plan pour la durée des hostilités quelques mois plus tard, la suppression des services routiers est complète. Là, pour le coup, l'argument d'électrification a pu être décisif. On a de l'électricité, donc c'est vraiment aberrant de brûler même du charbon de bois d'un gazogène pour faire circuler des autobus. Les services routiers, eux, se voient juste offrir la possibilité de desservir le Pilat depuis Arcachon, puisque le train s'arrête à Arcachon. Mais en novembre 1942, la SNCF se plaint au ministre que le plan n'est en fait pas appliqué. Il y a toujours des transporteurs qui, bien que, que l'arrêt soit prévu, il y a toujours des transporteurs qui font du service d'autocar entre Bordeaux et Arcachon, et ils se plaignent que l'ingénieur en chef des ponts et chaussées ne ferme les yeux, ne prend aucune sanction. Et la SNCF dit que cette situation, déjà inadmissible en temps ordinaire, ne peut être tolérée plus longtemps dans la période que nous traversons. Et d'autant plus qu'ils disent, ces transporteurs, on leur a donné en compensation la ligne Bordeaux-Aimé en Dordogne, que là, nous, on souhaitait arrêter, et ils ont qu'à se débrouiller avec cette ligne, qu'est-ce qui vient nous embêter sur Arcachon? Mais évidemment, pour les transporteurs, c'est un peu plus intéressant d'emmener des voyageurs vers Arcachon que vers la Dordogne. Autre ligne qui continue d'intéresser la SNCF, c'est Saint-Malo. Le plan de 1938 avait maintenu des services routiers importants, avec l'argument que la route nationale avait un tracé très différent de la ligne ferroviaire qui passe par Dole de Bretagne, beaucoup plus à l'est. Et puis par ailleurs, il y avait en plus pour Saint-Malo une desserte de chemin de fer d'intérêt local de la compagnie des tramways à vapeur d'Ille-et-Vilaine qui, elle, était toujours en service. Dans le plan de 1939 pour la durée des hostilités, la desserte routière n'est maintenue qu'avec 4 allers-retours quotidiens, avec un itinéraire modifié. En 1941, le service des cars bleus est réduit à 2 allers-retours quotidiens. Et encore, en août 1942, nouvelle réduction, il n'y a plus que 4 allers-retours hebdomadaires en autocar. Mais le service routier n'a jamais été complètement supprimé au nom du fait que le tracé n'était pas le même que celui du chemin de fer, sachant par ailleurs qu'il y avait donc ce trafic d'intérêt local qui est maintenu aussi pendant la guerre, mais une concurrence limitée avec un service extrêmement lent, jusqu'à 4h20 pour faire 80 km. Donc, si on fait le bilan de la période, la SNCF s'en sort plutôt à son avantage. Elle n'est pas obligée de redémarrer les services voyageurs qu'elle avait arrêtés, ou alors elle le fait à minima sans avoir à faire rouler de véritables trains de voyageurs. En revanche, sur les lignes qui l'intéressent, elle arrive
quasiment à éliminer la concurrence routière au nom des économies de carburant. Finalement, certaines circulations qui ont été maintenues à minima à contre-cœur par la SNCF pendant la guerre s'avèrent plus durables que prévu. Concarneau va continuer jusqu'en 1959, Fouras jusqu'en 1969, Le Chaput jusqu'en 1971, et surtout Saint-Gilles-Croix-de-Vie et Pornic ont repris, alors durablement, on a vu avec une interruption un temps pour Saint-Gilles-Croix-de-Vie, dans l'après-guerre jusqu'à aujourd'hui. Et le préfet de Vendée avait vu juste lorsqu'en novembre 1939, il avait considéré que si la fermeture de la ligne de Saint-Gilles était réalisée pendant les hostilités, elle ne devait pas être maintenue après la guerre, cette ligne ayant une importance capitale pour la prospérité des plages du littoral et l'expédition de la marée. Quelques mots pour finir sur qu'est-ce qu'on sait du trafic sur ces antennes atlantiques pendant la guerre. Pas grand-chose. Les archives de la SNCF ne permettent pas d'avoir de données sur la fréquentation voyageurs ligne par ligne, et encore moins sur la nature des voyageurs qui empruntent cette ligne. On sait simplement que ces antennes sont soumises à des restrictions croissantes d'accès. Au printemps 1941, des stations balnéaires comme Royan ou La Baule sont interdites aux estivants, sauf autorisation spéciale pour les propriétaires de villas non réquisitionnées. Alors il semble que dans le premier été, il y a eu un certain flottement dans l'application de cette mesure. Les touristes pas toujours informés seraient venus nombreux, et ce n'est que, on les a au départ laissés arriver, et ce n'est que fin juillet que les autorités occupantes leur demandent de repartir. Et ceux qui ne peuvent rester que ceux qui peuvent se faire délivrer un certificat de résidence permanente dans la commune depuis 1939. Les séjours d'une journée restent autorisés, mais les nuitées sont interdites. Et à La Baule, par exemple, 2 agents du commissariat de police vérifieraient les papiers de chaque voyageur qui arrive en gare. À l'automne 41, la situation se durcit. Les mesures sont prises de création de zones côtières interdites pour une largeur de 10, 20 ou 30 km. Et l'accès à ces zones interdites est soumis à des autorisations spéciales. Ces zones sont en principe strictement interdites aux estivants. Ceux dont la résidence principale n'est pas dans la zone doivent donc en partir d'ici au 10 novembre 1941. À partir du printemps 1942, des familles dont la présence n'est pas considérée comme indispensable pour des raisons militaires ou économiques doivent être évacuées. Notamment, par exemple, on évacue tous les assistés, les retraités, etc. En septembre 1942, la commandanture de Royan impose aux hôteliers et aux loueurs de garnis de tenir un registre des personnes de passage. En 1943, les enfants des départements extérieurs sont interdits de venir en colonie de vacances, donc tout un tas de restrictions sur le trafic qui pouvait rester. Mais il semble quand même que, comme toujours pendant la guerre, il y a des règles et puis il y a énormément de dérogations. Donc beaucoup de dérogations auraient cependant été délivrées même par la commandanture elle-même pour permettre à des Baulois d'inviter des parents, des amis, etc. de manière un peu extensive. Et donc le trafic voyageur est quand même loin d'être nul dans cette période, même si bien sûr la priorité est donnée à l'alimentation des chantiers du mur de l'Atlantique. Voilà. Alors on peut peut-être faire comme tout à l'heure, quelques questions tout de suite, avant une discussion d'intérêt général après les 3 interventions, si vous avez des remarques. Alors le premier exposé c'était « c'est ouvert, allez-y », et là l'exposé c'est « on ferme ou pas et pourquoi ». C'est deux façons de voir les choses différemment. Georges, attends, je te donne un micro. Je voudrais rappeler, on l'a oublié, toi le premier, que les compagnies avaient créé dans les 20-30, créé des filiales d'autocars. Oui. Hein. Stapo, Stapelem, le Midi, etc., à vocation plutôt touristique. Alors, il y a un réseau qui est contrôlé par les compagnies, qui va sous-traiter à des opérateurs privés. Et ça m'a rappelé en t'écoutant qu'en 1940, Roger Guibert, qui est à SNCF, l'ingénieur des ponts, gérant le grand dossier fondamental de la coordination rail-route,
a l'idée géniale de créer la société de contrôle et d'exploitation des transports automobiles, la CETA, qui a vocation à coordonner, c'est confirmer, voilà, c'est ça qu'il faut rajouter, confirmer ces lignes en 1938. En contrepartie, il y avait maintien d'un service public d'autocar. Donc il y a toujours un service public, je ne l'ai pas dit, mais ça c'est important. Le service de remplacement. Et donc la CETA, et donc il y a des autogaristes qui ont son contrat de service public, et la SNCF va les contrôler. C'est la continuité finalement. Ce qui est intéressant, c'est ça. La SNCF ne perd pas totalement, elle va contrôler qu'ils respectent le cahier des charges sur la route. Hein. Ça, c'est intéressant, finalement. On l'a oublié. Ça, la CETA est devenue, à l'origine, aujourd'hui, c'est Géodis et tout ça. À la CETA, on l'a reproché à l'époque, Roger Guibert racontait ça très bien, que la CETA, ça ressemblait à cétacé, une baleine qui mange tous les petits poissons. Hein, voilà. En tout cas, ça, c'est important. Et alors, du coup, ça pose la question, dans tes opérateurs locaux, quelle est la part qui sont encore dans du service public contrôlé, finalement, par la SNCF en particulier. Hein. Bon, c'est sur la route, c'est autre chose, ça me concurrence. Enfin, voilà, il me semble qu'il y a un acteur qu'il faudrait voir de plus près. Bon, la deuxième petite intervention, je veux dire que dans certaines stations balnéaires, il y a eu parfois, on avait prévu dans les plans de repli de venir, enfin, à la SNCF, la caisse de prévoyance, et tous ces grands organismes, Archibénef, tout ça, il y a des endroits replis, et souvent certains c'est au bord de la mer, parce qu'il y a des casinos et des grands hôtels, on pourra les occuper. La caisse de prévoyance de la SNCF, Manu Militari déménage en l'été 40, et va se trouver à Ougat, partagé entre le casino et l'hôtel, avec des bureaux toujours pour faire la feuille de paye des pensions. Voilà, ça a laissé des souvenirs assez mémorables, comme quoi dans l'hôtel, bon, un peu comme, voilà, ça c'est intéressant, c'était une population déménagée, qui n'induit pas un trafic, etc. D'autre part, je pense que il faudrait parler un peu plus de l'occupation allemande, finalement. Hein. Ça reste un peu un chapitre mystérieux. Est-ce qu'ils n'ont pas des privilèges Bon, je ne sais pas. Ouais, c'est mon chef. Peut-être Hervé, tu veux rétorquer. Non, alors, effectivement, il y a les services de remplacement des lignes fermées, et puis de toute façon, il existait par ailleurs de nombreux services d'autocars qui étaient dits contractuels, puisque subventionnés par les départements. Et les services que vise surtout la SNCF et qu'elle cherche à réduire, ce sont les services dits libres, les services un peu sauvages, où des gens sont libres à leur compte, à leurs risques et périls. Voilà, c'est ça, mettre des autocars sans que ça soit prévu par les départements. Donc c'est ça que, et visiblement, même pendant la guerre, dans le cas d'Arcachon, il y aurait visiblement des circulations qui auraient continué alors qu'elles n'étaient même pas autorisées. 3 remarques complémentaires, Christophe Boudon, qui vont dans le même sens. 1, rappelons-nous Nicolas Nayers et Pierre Zambry sur la coordination des transports. Donc on a effectivement cette question, et dans le sud-ouest, Citram, tu as évoqué. Donc on a à la fois les filiales qui ont été créées pour la Compagnie du Midi à but touristique, et puis après Citram, un véritable empire. Second élément, je confirme que pour Arcachon, il y a eu effectivement même une thèse de géographie, une vieille thèse de Micheline Kassoumuna, qui montre bien le rôle constamment de la concurrence avec les autobus. Et puis, troisième élément, sur la fréquentation des Allemands, il y a des travaux ici en cours. J'ai une doctorante qui fait une thèse sur l'histoire de l'industrie hôtelière en France, donc au XXe siècle, et qui montre bien que le tourisme durant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands, et après, en 1944-1945, les Américains, les Anglais, donc toutes les réquisitions, tous ces systèmes de réquisition, mais ça peut concerner souvent la Méditerranée, donc la question de la zone interdite, mais il y a véritablement une activité d'économie administrée de ces stations balnéaires, avec surtout les Allemands, après les Américains et les Britanniques, c'est très important. Donc tout à fait d'accord. Oui, une question sur le sujet qui nous concerne directement à Laszlo, bien sûr. C'est le devenir donc de ces 2 lignes pendant la guerre. Il semblerait, pour répondre à votre interpellation, que ce soit un peu un trou noir, les conditions dans lesquelles ont été desservies les lignes du secteur.
la question que je me pose, c'est est-ce que vous avez réussi à faire la différence entre la desserte, entre l'antenne comme qui est Croix de Vie et la ligne qui initialement était structurante, qui était Nantes, Sainte-Pazanne, La Roche-sur-Yon, d'une part. Hein. Et la deuxième question ou remarque, c'est que finalement, après la guerre, la SNCF et où l'État vont appliquer sur Nantes-Pornic leurs objectifs de 1938, c'est-à-dire que l'exploitation va cesser à longueur d'année sur Pornic et se concentrer uniquement sur la période estivale, jusqu'à la réouverture à longueur d'année uniquement en 2000. Intéressant aussi dans votre exposé, l'attitude des départements, c'est-à-dire tantôt les départements sont plutôt pro-ferroviaires, ou en tout cas semblent être très attachés au maintien des dessertes ferroviaires, tantôt au contraire on sent que les départements ou les autorités administratives préfectorales, parce que parfois le préfet a autant de pouvoir, c'est le préfet qui décide des plans de transport à cette époque, sont très influencés par le lobby des autocaristes. Oui, alors effectivement, sur le cas de la Vendée, alors, oui, le détail sur la ligne. Alors, le problème, c'est que la source principale, c'est les indicateurs Schex, et que normalement, parce que c'est dans les mêmes tableaux des indicateurs Schex qu'on a à la fois la circulation routière et ferroviaire. Alors normalement, il y a un petit train ou un petit autocar qui en symbole qui permet de qualifier la circulation. Et puis quand c'est circulation MV, c'est marqué aussi, mais on n'est jamais très sûr. Et parfois, j'ai trouvé des cas aberrants où on a indication d'une circulation ferroviaire, alors qu'à l'évidence, il n'y a plus de circulation ferroviaire. Enfin bon, c'est très difficile de s'y retrouver. Hein. Donc, et comme on n'a pas d'autres sources, parce qu'on a les plans, mais qui sont adoptés pendant les hostilités, mais on n'a pas de compte-rendu exact des circulations, même ce qui figure dans le Schex, parfois ça peut être théorique, parce que les trains qui sont affichés ne circulent pas toujours, il peut y avoir des pénuries qui font que les trains ne circulent pas certains jours, donc c'est vraiment difficile de savoir, quoi, et bon, merci oui, pour l'information sur Pornic, c'est intéressant. Philippe Courage, moi je voudrais rebondir sur vos interventions et rappeler la situation des tramways de la Vendée. Parce qu'à partir de 1890, le Conseil général de la Vendée donc, a souhaité, comme dans d'autres départements, développer un réseau à voie métrique. Dans un premier temps, il avait attribué ce réseau-là à des intérêts privés. Et les chemins de fer de l'État sont intervenus pour faire casser la convention et se la faire attribuer. Donc les tramways de la Vendée étaient une filiale des chemins de fer de l'État. Et donc, ça a permis le développement d'un certain nombre de stations, je pense à Sion ou Jars-sur-Mer, Longeville, par exemple. Et donc, vraiment, les chemins de fer de l'État ont beaucoup veillé à leurs intérêts dans le département de la Vendée. Et à partir de 1936-37, il y a eu un retournement complet de situation, puisque là, les chemins de fer de l'État ont dénoncé la convention, ne voulant plus prendre en charge le réseau des tramways de la Vendée, et qui finalement ont été concédé à la compagnie des chemins de fer départementaux. Deuxième, je voulais rebondir aussi sur ce qu'a dit M. Emangard, parce que après, au sortir de la guerre, il y a eu aussi eu des projets de la SNCF d'abandonner le trafic omnibus au moins entre Nantes et les Sables, ou en tout cas La Roche-sur-Yon et les Sables. Hein, il y avait eu, la SNCF avait commencé à travailler sur une concession, là aussi peut-être à la compagnie des chemins de fer départementaux, avec des autorails billards à voie normale. Et puis finalement, craignant des grèves, craignant des réactions sociales trop fortes, le projet a été abandonné. Voilà. Il y a un point, je n'ai pas réagi sur effectivement l'attitude des départements ou des élus locaux. Effectivement, bon, dans le cas par exemple de Saint-Gilles, la Vendée, le conseil départemental avait refusé d'inscrire la fermeture de Saint-Gilles au plan, mais globalement, quand même, on voit que l'autocar à la cote, quoi, à la fin des années 30, l'autocar incarne la modernité, et même si la SNCF essaie de réagir avec ses autorails, etc., mais l'autocar plaît, quoi, parce que l'autocar, c'est la souplesse, c'est quand même beaucoup plus de
liaison. Quand on voit que sur le Croisic, la SNCF n'arrive pas à dépasser 4 allers-retours par jour, donc l'autocar permet de répondre beaucoup plus rapidement à la demande, d'être beaucoup plus souple, d'augmenter les trafics quand on a besoin. Et puis cette idée que l'autocar va partout, va dans le centre des villages, c'est qu'il revient tout le temps, c'est que par exemple sur la ligne de Saint-Gilles, certaines communes, la gare est à 2 km du centre du bourg, que c'est beaucoup moins pratique, etc. Enfin, c'est toujours cette idée que l'autocar, c'est plus confortable, c'est plus... pourtant, quand on voit les images des autocars de l'époque, c'est pas les Pullman d'aujourd'hui, hein, mais bon. Bien. Monsieur Coronneau, oui, vous avez parlé des MV, c'est-à-dire les marchandises voyageurs, mais ça continue après la guerre, hein, sur Fontenay-le-Comte, même sur Saint-Gilles et tout ça. Et donc, c'est dommage, une ligne comme La Roche-sur-Yon, Châlons, Nantes soit fermée, quoi, parce que aujourd'hui, il y a un engouement, si vous voulez, pour le ferroviaire, et tous les chiffres le prouvent. Et donc, c'est dommage qu'on ait supprimé toutes ces lignes qui servaient aujourd'hui à beaucoup de personnes en laissant la voiture au garage. Ouais. Ça, c'est dommage. Mais après, le MV, je pense, a donné une très mauvaise image du train, parce que c'était le voyageur subordonné aux contraintes des marchandises. Enfin, c'est vraiment... C'était des wagons récupérés de la guerre. Ouais. Puis on imagine quoi, le wagon de voyageurs accroché aux marchandises. Quand on devait décrocher dans une gare des wagons de marchandises, il fallait retirer le wagon de voyageurs, le raccrocher ensuite. Enfin, c'est-à-dire ça devait être vraiment... c'était extrêmement lent et très désagréable pour les voyageurs. Sur Guingamp-Paimpol, jusqu'à une date récente, ça a été ça, le camp. En gare de Pontrieux, le wagon voyageur restait à Hangar et la loco partait avec ses wagons marchandises desservir la zone marchandises portuaire de Pontrieux. Et l'arrêt durait une demi-heure, 3/4 d'heure. Et le trafic voyageur de Guingamp était limité à Pontrieux, les autres personnes sachant que s'ils voulaient aller ailleurs, il ne fallait surtout pas qu'ils prennent le MV. Vous vous rendez compte, par rapport à la souplesse d'un autocar, c'était une catastrophe. Bien sûr. Alors dans cette petite partie, il y a une remarque du coup. Oui, c'était compliqué, c'était long, c'était un peu merdique, disons les choses comme ça, mais il y avait le train, dit cette partie de la rangée. Oui. Voilà, il n'y a plus le train. Voilà. Peut-être troisième explication.